Salam à tous. Aujourd'hui, on va parler des troubles de l'hydratation. Donc, on va parler donc des déshydratations, on va parler d'hyperhydratation, mais ça serait bien que vous fassiez un petit peu de révision sur la physiologie de l'eau. D'accord? Comme ça, si vous comprenez déjà la physiologie, c'est facile après pour la pathologie. Et j'enchaîne. Les liquides corporels. Donc, là, vous voyez bien, donc ça c'est le liquide intracellulaire, d'accord, les cellules intracellulaires, dans tout le corps humain, hein. Là, on voit le liquide extracellulaire qui est formé de liquide interstitiel, qui est fait de lymphe. Donc, toute l'eau du liquide interstitiel est prise par la lymphe. Et aussi, le secteur extracellulaire est formé aussi par le plasma pour une petite quantité. D'accord? Et les échanges se font de part et d'autre d'un secteur à un autre. La composition de l'eau, donc, elle diffère donc, selon le sexe, donc, plus d'eau chez l'homme que chez la femme. Aussi plus d'eau chez les enfants que chez l'adulte, mais en moyenne c'est 60% d'eau et le reste c'est du tissu osseux. Il faut savoir que comme je viens de dire, que l'eau représente 60% du poids corporel. Donc un être humain qui pèse 70 kg, c'est 42 litres. Donc dans 40% c'est en intracellulaire, d'accord, et 20% en extracellulaire, répartis comme suit. Donc 3 litres et demi au niveau vasculaire ou plasmatique et 10 litres et demi au niveau extracellulaire, c'est-à-dire surtout au niveau interstitiel. Donc 15% interstitiel et 5% plasmatique. Il faut savoir que l'osmolalité, elle est partout de la même manière, qu'elle soit en intracellulaire ou en extracellulaire. L'osmolalité veut dire c'est la somme des cations plus des anions plus de certaines substances qui n'ont pas de valence, telles que le glucose et l'urée. D'accord? Donc les mouvements d'eau vont aller de part et d'autre pour avoir une homéostasie idem. J'avais oublié de dire que dans le secteur intracellulaire, c'est plutôt le potassium qui est dans la plus grande concentration. Et au niveau extracellulaire, c'est le sodium. D'accord? Le liquide interstitiel, donc que ce soit le liquide plasmatique ou interstitiel, ils sont à égaux hein, dans la formation, enfin dans la concentration en cation ou en anion. Sauf que le liquide plasmatique, il y a plus de protéines que le liquide interstitiel. Qui fait cette pression oncotique? C'est la présence d'albumine. D'accord? Et plutôt plus de bicarbonate au milieu interstitiel par rapport au milieu vasculaire et plus de chlore. D'accord? Mais plus de sodium au niveau plasmatique par rapport au liquide interstitiel. Donc la distribution des ions, plus de particules osmotiques actives dans le plasma. Donc l'osmolarité est plus élevée de 1 à 2 milliosmoles par litre. Et la pression oncotique au niveau vasculaire est de 25 millimoles par litre. L'albumine ne passe pas au niveau interstitiel. Donc, le liquide intracellulaire, on a dit c'est plus de potassium que de sodium, qui est dans le liquide interstitiel et plasmatique. Mais c'est surtout aussi les sels, donc plutôt le phosphore et le magnésium qui sont en grande concentration par rapport au milieu donc interstitiel.
Donc, les unités de concentration, donc molarité, c'est en millimoles par litre. Donc, prenons la molécule de NaCl, contient 23 millimoles en sodium et 35,5 en chlore. Donc, la totalité du NaCl en millimoles litres, c'est 58,5. Donc, l'osmolarité veut dire quoi? C'est le nombre de particules à activité osmotique par litre. D'accord? Et l'osmolalité, c'est le nombre de particules en activité osmotique par kilogramme de poids ou par kilogramme de solvant. D'accord? On va commencer par le commencement. Donc, on va voir déshydratation extracellulaire, déshydratation intracellulaire, hyperhydratation extracellulaire et l'hyperhydratation intracellulaire. Bon, la fin, elle est un petit peu difficile. C'est plutôt facile de parler de déshydratation extracellulaire et d'hyperhydratation extracellulaire et de déshydratation intracellulaire par rapport à l'hyperhydratation intracellulaire. On va commencer par la déshydratation extracellulaire. Il faut savoir qu'il y a une diminution du volume du compartiment extracellulaire, que ce soit du vasculaire ou de l'interstitium, et il y a une perte d'eau égale à celle du sodium. Donc, toute perte de 140 millimoles de sodium entraîne une perte d'1 litre d'eau. Donc, c'est une perte isoosmotique. Et l'osmolarité, elle reste constante et le volume du secteur intracellulaire demeure inchangé. Donc, ce qu'il va y avoir, il va y avoir une diminution du volume et en osmole au niveau du milieu vasculaire. D'accord? Mais l'osmolarité ne change pas. Elle reste donc identique au niveau du milieu intracellulaire qu'au niveau du milieu extracellulaire. Donc il y a une déshydratation, une perte sodée qui est isoosmotique. Donc déshydratation extracellulaire veut dire hypovolémie. Le diagnostic qui se fait cliniquement quand on prend entre le pouce et l'index la peau, donc, et on presse bien, il garde le pli cutané. Par contre, si une peau qui est bien hydratée, quand on enlève ce pli, enfin ce maintien de peau entre le pouce et l'index, elle revient à sa valeur normale. Aussi, on va observer une perte de poids. Il y a une perte d'eau, donc il y a une perte de poids. Donc, il y a des signes d'hypotension artérielle, vu que la volémie intravasculaire est diminuée. Il y a une tachycardie, il y a une oligurie, donc il y a la pression artérielle, elle diminue. Donc, il y a une diminution de la pression artérielle moyenne. Donc, il y a une diminution du DFG, donc anurie. Les pressions sont basses, moins de 45 mm de mercure au niveau de la barrière de filtration. Il y a une anurie ou une diminution du DFG, avec baisse de la pression veineuse centrale, des veines plates et un état de choc. Sur le plan biologique, puisqu'il y a une extraction d'eau, donc il y aura un phénomène d'hémoconcentration avec une augmentation de l'hémoglobine et du taux de protilémie. Les étiologies, donc on va voir est-ce que le rein retient. Ça veut dire le rein retient le sodium, c'est-à-dire que les pertes ne sont pas d'origine rénale. Maintenant, s'il ne retient pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas adaptée, c'est que l'atteinte est rénale. Donc, selon le sodium urinaire, donc il faut le doser. Donc, si on a un sodium urinaire supérieur ou égal à 20 milliequivalents par 24 heures, donc c'est une perte non adaptée. Donc, c'est une atteinte rénale. C'est généralement les diurétiques. Donc, on va pisser du sodium et de l'eau. Donc, les diurétiques, qu'ils soient de l'anse ou bien épargneurs de potassium, qu'ils soient donc de l'anse ou bien les thiazidiques, ou bien les anti-aldostérones, on aura une perte d'eau et de sodium avec un sodium urinaire qui est élevé. Si le sodium, il y a une réabsorption de sodium urinaire, donc moins de 20 millimoles par 24 heures, il faut penser aux autres pertes, c'est-à-dire surtout les pertes digestives avec diarrhée et vomissement, ou des pertes cutanées qui sont rares quand même, c'est l'hypersudation, les coups de chaleur et les brûlures étendues, avec perte d'eau. C'est-à-dire, vous voyez que l'interstitium, il peut pomper au maximum, hein, donc pomper au maximum l'eau.
Le vasculaire, non, ça se voit, il y a de l'OAP. L'intracellulaire aussi, ça se voit surtout pour les cellules intracellulaires. Mais l'hyperhydratation au niveau interstitiel, quand on a un syndrome néphrotique ou bien des brûlures, l'eau, il peut sortir de la peau. Donc, le système interstitiel, il peut contenir des quantités énormes d'eau. Le traitement, il faut compenser cette perte. Donc, il faut donner un apport sodé par voie donc orale, si l'atteinte n'est pas très très grave. Maintenant, si l'atteinte est grave, il y a un état de choc, etc., il faut perfuser du sérum salé isotonique à 9 grammes pour 1000, très très important. Donc, il faut calculer donc, cette perte. Donc, les besoins en sodium pour atteindre le cible. Donc, j'ai mis 0,45, 0,5 et 6. Et 0,6 pour si c'est un adulte homme, femme ou bien enfant. Donc, selon l'âge, bien sûr, et le sexe, fois le poids, fois le sodium cible, moins la natrémie qu'on a retrouvée. D'accord? Généralement, dans la déshydratation, le sodium, il est pas en déficit, hein, mais on doit prendre du sel avec l'eau, puisque quand on prend beaucoup de sel, il y a les centres de la soif qui sont stimulés, donc on boit de l'eau. Donc, et on donne une réhydratation sodique et avec de l'eau. Et bien sûr, traiter l'étiologie, donc arrêt des diurétiques et des régimes donc, sans sel, hein, d'accord? Et le traitement de la diarrhée et des vomissements. On va parler de l'hyperhydratation extracellulaire. L'hyperhydratation extracellulaire, c'est la même chose. Donc, c'est plus facile en extracellulaire qu'en intracellulaire. Déjà, on a une idée comment on peut calculer, etc. Tout ce qui se passe en extracellulaire, c'est plus facile de faire le diagnostic. Mais pour l'intracellulaire aussi, c'est facile, puisqu'il y a le miroir aussi, ce qui se passe au niveau extracellulaire, qui va nous dire comment on peut doser les choses en extracellulaire pour voir ce qui se passe en intracellulaire. Là aussi, l'osmolalité, elle ne change pas. D'accord? C'est une augmentation du volume du compartiment extracellulaire, plasmatique et interstitiel, avec une rétention osmotique de sel et d'eau. Mais l'osmolalité, elle reste normale. Donc, c'est une hyperhydratation extracellulaire qui est pure, avec une augmentation du volume du secteur extracellulaire, avec une osmolarité normale à 285 milliosmoles par litre. Les grandes causes d'œdème, ce sont l'insuffisance cardiaque, la cirrhose et le syndrome néphrotique. Alors, pour comprendre bien ce qui se passe au niveau des capillaires de toutes les cellules du corps humain, il faut savoir que le sang arrive avec la pression hydrostatique de la pompe cardiaque, donc qui va passer donc, au niveau du secteur interstitiel et aller au niveau du secteur cellulaire. Donc le sang, il va passer au niveau par pression hydrostatique, qui est efficace, et le retour au niveau veineux. Donc la réabsorption, elle se fait via une pression oncotique régie par le taux d'albumine au niveau des capillaires veineux. D'accord? Donc, les mouvements de l'eau et du sodium dépendent de la loi de Starling. Donc, au niveau interstitiel, au poil artériolaire, le gradient de pression positif de 10 mm de mercure favorise l'entrée de l'eau et des ions au niveau cellulaire et interstitiel. Au niveau du retour, c'est la pression oncotique qui doit être supérieure à la pression hydrostatique veineuse, impliquant une pression négative d'absorption. D'accord? Dans le cas où il y a une insuffisance cardiaque, donc il y a une diminution de la pression hydrostatique au niveau du capillaire. Du coup, l'eau ne va pas rentrer en totalité, elle va rester au niveau du milieu vasculaire. D'accord? Bon, le rein, il va essayer de pomper de pomper et de faire sortir cet excédent d'eau. Donc, l'ADH ne sera pas sécrété. Et puis, le bonhomme, il va essayer, le tube collecteur va essayer d'éliminer le maximum d'eau. Mais ça ne va pas le faire puisque le cœur ne pompe pas et il y aura une accumulation de cette eau au niveau du système vasculaire.
Et il y aura aussi une diminution du débit cardiaque, c'est l'hypovolémie efficace, avec stimulation du système rénine-angiotensin-aldostérone, et qui va encore réabsorber l'eau et le sodium, il va aggraver un peu les choses. Donc le secteur interstitiel, il y aura des œdèmes, mais c'est surtout l'OAP, c'est l'insuffisance cardiaque gauche qui va donner une surcharge hydrique au niveau du système plasmatique et qui va donner, une hyperhydratation plasmatique dans l'insuffisance cardiaque. Hein. La deuxième cause, c'est le syndrome néphrotique. Dans le syndrome néphrotique, la pression oncotique absorptive qui est au niveau du capillaire, elle est basse. Donc la pression veineuse, donc, qui est environ de 25 mm de mercure, si je ne me trompe pas, moins la pression oncotique, qui n'est pas égale à 25. Dans les normes, elle est égale à 25. Mais là, elle est plus basse. Donc, on aura une pression positive et l'eau va rester dans le secteur interstitiel parce qu'il y a la pression oncotique est basse dans le niveau vasculaire. D'accord? Dans la cirrhose hépatique, il y a deux mécanismes. Donc, il y a une diminution, une augmentation de la pression veineuse, par exemple dans le bloc intrahépatique. Donc, il y a un mauvais retour veineux. Donc, il y a une hyperpression. Donc, le retour ne se fait pas très très bien. Donc, il y a une augmentation de cette pression veineuse. Et aussi, il y a une hypertension portale. Et en plus, il y a dans la cirrhose une insuffisance hépatocellulaire et il n'y a pas de synthèse d'albumine. Donc, les deux phénomènes, ils vont donner un enchâssement d'eau au niveau interstitiel et on aura des œdèmes rouges, douloureux, etc. Par rapport aux œdèmes du syndrome néphrotique qu'on va voir ailleurs. Donc, il y a une diminution, il y a une hypovolémie efficace, il y a une diminution d'eau au niveau du secteur interstitiel. D'accord? Surtout pour le syndrome néphrotique, puisque le cœur, il est bon, il ramène l'eau avec une bonne pression hydrostatique, le cœur, il est bien. Mais pour la sortie est difficile parce qu'il n'y a pas assez d'albumine pour absorber l'eau, il va rester enchâssé au niveau interstitiel. Pour l'insuffisance, la cirrhose hépatique, eh ben, il y a une pression de retour qui est très élevée par rapport à la pression oncotique aussi qui est basse. Et là, on aura des œdèmes. Dans la cirrhose hépatique, on aura des œdèmes blancs, mous et gardant le godet. Hein. Mais les deux mécanismes sont égaux. Hein. Donc, c'est une association des deux mécanismes. Hein. Donc, le diagnostic, c'est des œdèmes généralisés. Donc, vous savez que le système interstitiel, comme j'ai dit tout à l'heure, il est énorme. Hein. Donc, on peut garder à l'intérieur une quantité énorme d'eau. Donc, le bonhomme, il va bien être infiltré jusqu'à aller à la nasarque. Hein. Donc, de l'œdème au niveau des lombes, au niveau des membres inférieurs, au niveau des séreuses, dans une acide de grande abondance, un épanchement cardiaque, épanchement bilatéral au niveau pleural, avec une augmentation du poids. D'accord? Donc, acide péricardique, anasarque. Pour l'insuffisance cardiaque, on aura une hypertension artérielle par augmentation du volume intraplasmatique hein, avec de l'OAP, et c'est des œdèmes au niveau de l'interstitium pulmonaire. Donc, le diagnostic, donc, il est étiologique, hein, c'est chacun son contexte. Donc, insuffisance cardiaque, donc c'est une fraction d'éjection qui est basse avec une insuffisance cardiaque. La cirrhose, c'est la cite avec la circulation veineuse collatérale et les signes d'HTP et de VO presque peut-être même des ruptures de VO en faisant une fibroscopie oesogastrique, gastro-duodénale. Et le syndrome néphrotique, c'est une protéinurie importante avec une hypoalbuminémie. Le traitement, c'est le régime des sodés. Hein. Donc, il ne faut pas prendre de sel déjà pour ne pas boire. Et pour qu'on ne soit pas en hyperhydratation plasmatique. Le cœur ne pompe pas bien, on dit au patient de ne pas boire, de ne pas prendre beaucoup de sel. D'accord?
Les diurétiques aussi sont très très importants à donner dans les cas où d'extrême-urgence, où il faut que le patient, donc on doit dégager cette quantité énorme d'eau, donc on donne des diurétiques de lance qui va éliminer l'eau et le sel. D'accord? Bien sûr, à long terme, on donne si la fonction rénale est normale, on donne des thiazidiques et des anti-aldostérone. Et bien sûr, il faut aller traiter cette insuffisance cardiaque, traiter cette cirrhose et traiter ce syndrome néphrotique. On va passer à la déshydratation intracellulaire. Donc la déshydratation intracellulaire, c'est quoi? C'est une perte d'eau pure du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Donc on aura une augmentation d'eau au niveau du secteur extracellulaire avec une perte d'eau pure au niveau intracellulaire. Donc l'augmentation de l'eau au niveau du secteur extracellulaire est cliniquement imperceptible, donc c'est tout à fait normal. Par contre, on aura une hyperosmolarité, c'est-à-dire qu'il y a une substance hyperosmolaire qui va attirer l'eau, qui est au niveau extracellulaire, qui va attirer l'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Donc, le capital sodé est normal, mais le capital hydrique est diminué au niveau intracellulaire. D'accord? Donc, l'osmolalité ou la natrémie est ici une fenêtre qui va nous dire, c'est-à-dire on va doser la natrémie au niveau c'est-à-dire au niveau vasculaire, et il va nous dire qu'au niveau intracellulaire, il y a une déshydratation. Et cela en dosant la natrémie qui est très élevée. Donc l'eau, il va sortir du milieu intracellulaire vers l'eau va attirer par une augmentation du sodium au niveau extracellulaire et avec une hyperosmolarité élevée. Donc on a un bilan hydrique qui est négatif, donc il y a une perte d'eau au niveau intracellulaire. Et il y a une hyperosmolarité au niveau extracellulaire. Et on aura une soif remise à niveau. Donc, devant cette hypernatrémie, il faut se poser la question, pourquoi il y a cette hypernatrémie? Généralement, quand il y a une hypernatrémie, d'accord, le système de soif est stimulé, le patient il va essayer de boire. Quand on est à 145 de sodium, le système au niveau de l'oreillette gauche, il va être stimulé, libération du facteur excréteur natriurétique qui va agir au niveau du canal collecteur pour éliminer le maximum de sodium. En plus, l'ADH va être stimulé pour essayer de diluer cette eau. D'accord? Donc, s'il n'y a pas cet ADH qui dilue cette eau, c'est qu'il y a un souci. Généralement, l'ADH est stimulé en grande quantité quand il y a, à partir de 145 milliosmoles, l'ADH est sécrété en grande quantité pour aller au niveau du tube collecteur, pour réabsorber l'eau, pour aller diluer cette eau au niveau extracellulaire pour l'homéostasie. D'accord? Et après, elle va l'éliminer. Mais là, au contraire, quand il y a une hyponatrémie, on est à 135, quand c'est vraiment dilué, l'hormone antidiurétique n'est pas sécrétée du tout. Hein. Donc, le rein, la vasopressine, elle est là, ou l'ADH, elle est là pour régler l'homéostasie au niveau du rein. Donc, bilan de l'eau, donc ADH, qui est stimulé par la soif et la volémie. Les effecteurs, c'est au niveau des aquaporines, c'est des aquaporines 2, et ils vont agir au niveau de la cellule principale du canal collecteur. Donc, en cas d'ADH, de diabète insipide, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a absence de sécrétion d'ADH. Donc, il y a un diabète insipide qui est central.
ou bien c'est un diabète insipide néphrogénique, donc il y a l'aquaporine qui est là, mais qui ne fonctionne pas. Il y a une résistance à l'ADH. D'accord? Cliniquement, c'est un syndrome polyuropolyzypsique. Le patient, il est polyurique. Il y a une perte hydrique malgré la soif. D'accord? Malgré qu'il y a un signe de soif et que quand il y a de la soif, le corps, il va aller stimuler l'hypothalamus pour sécréter cette hormone qui va aller réabsorber l'eau et diluer cette hypernatrémie. Donc, s'il y a une compensation des pertes hydriques, la natrémie, elle reste normale. D'accord? Si au contraire, les pertes rénales ne sont pas compensées, la natrémie, elle va encore augmenter. Les étiologies, c'est les pertes d'eau non compensées. Donc, elles peuvent être rénales. C'est le diabète insipide avec des pertes d'eau non compensées par la soif. Et extra-rénales, donc elles sont rares, c'est généralement les grands coups de chaleur. Le déficit d'apport en eau est très très fréquent dans les troubles cognitifs, c'est-à-dire surtout chez les vieux, où il y a les patients qui ont un trouble psychiatrique, ou des patients qui n'expriment pas la soif. Donc ils ne savent pas diluer, ils ne savent pas boire ou ramener une hydratation par voie orale. Le diagnostic, il est clinique, c'est une soif énorme, avec une sécheresse des muqueuses, une perte de poids, des signes neurologiques. La cellule nerveuse, elle est déshydratée, il n'y a pas d'eau à l'intérieur, donc elle est liée à la vitesse d'installation, certes. Il y a une somnolence, il y a une confusion, il y a un coma, il y a des troubles de l'équilibre, avec une thrombose des veines cérébrales, et voire même des AVC hémorragiques. Biologiquement, c'est une hypernatrémie à 145 avec une hyperosmolarité à 300 millimoles par litre. Le traitement, c'est apporter de l'eau. Mais apporter de l'eau à une vitesse donc très très douce, parce qu'en fait, le cerveau, c'est une boîte crânienne. Hein, d'accord? Il ne peut pas y avoir une extension rapide de ces cellules. Donc, il faut aller réhydrater par voie orale déjà. Par perfusion, c'est très très dangereux. On risque de faire directement un œdème cérébral. D'accord? Et même au niveau sanguin, il risque d'avoir des éclatements, puisqu'il y a une déshydratation intracellulaire. Les globules rouges sont vidés de leur sang, donc il faut aller doucement au risque d'éclater donc les globules rouges et d'avoir des problèmes au niveau de la cellule cérébrale, c'est-à-dire risque donc d'œdème cérébral et d'engagement. Les méthodes, c'est boire par voie orale de l'eau ou bien par une sonde gastrique ou bien une perfusion de sérum glucosé à 5%. C'est pas la peine de donner du sel, hein. On en a assez, c'est pas la peine de donner du sel. Il faut le diluer, ce sel, par une eau qui n'est pas salée et surtout pas par perfusion. L'hyperhydratation, on va aller à l'hyperhydratation intracellulaire. Pour l'hyperhydratation intracellulaire, il y a une augmentation du volume du compartiment intracellulaire liée à une surcharge hydrique. Traduction biologique d'une hyponatrémie inférieure à 135 millimoles par litre. Donc, sur le plan intracellulaire, il y a une augmentation de l'eau. Donc, puisque la quantité de sodium est basse au niveau du secteur extracellulaire, l'eau va passer du système extracellulaire vers le secteur intracellulaire. Et on aura une osmolarité faible, inférieure à 285 milliosmoles par litre. Dans une situation d'hyperhydratation intracellulaire pure, le capital sodé reste constant, mais la natrémie est basse, liée à une augmentation isolée de l'eau totale. Donc, comment peut-on avoir un bilan hydrique positif? Donc, nous, on s'est dit que devant toute hyponatrémie, il n'y a plus de synthèse d'ADH. D'accord? Donc, il y a le sodium est bien dilué dans de l'eau, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc, le sodium, il est là, il est bien
il est présent en quantité, donc voire basse au niveau de cette eau, il est dilué dans cette eau extracellulaire, donc il ne faut pas stimuler l'ADH. Là, dans la physiopathologie, il y a sûrement une sécrétion d'ADH, malgré l'hyponatrémie. Donc, c'est une diminution de la capacité d'excrétion d'eau. Il y a de l'eau en très très grande quantité, qui, bon, dans les normales, elle est dépendante de l'ADH. Quand il y a beaucoup d'eau, l'ADH n'est pas sécrété. Donc, elle répond toujours à un stimulus volémique. Hein. Donc, devant une hypovolémie, il y a une sécrétion d'ADH indépendamment du stimulus osmotique. Et c'est une sécrétion appropriée pour modifier la volémie. D'accord? Par contre, là, c'est une sécrétion anarchique. Donc, malgré l'hyponatrémie, et le rein réabsorbe encore cette eau par le biais des aquaporines et elle va encore diluer ce sodium en extracellulaire. D'accord? Donc, l'eau, il va rentrer du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire pour donner une hyperhydratation et c'est le cas des sécrétions inappropriées d'ADH. Donc, on a une quantité d'eau massive. Cliniquement, c'est pas spécifique, mais c'est un dégoût à l'eau. Hein. C'est des nausées, une anorexie, un dégoût à l'eau. D'accord? Des signes neurologiques non spécifiques liés à la vitesse d'installation en œdème cérébral, transfert de l'eau de l'extracellulaire en intracellulaire, avec une somnolence, un coma, des crises convulsives. D'accord? Donc l'hyperhydratation intracellulaire peut être provoquée par plusieurs causes. Donc c'est soit une sécrétion inappropriée d'ADH ou bien une prise orale. La potomanie, c'est aussi. Hein. Donc on n'arrive pas à concentrer ces urines. Donc si on n'arrive pas à les concentrer, il y a une polyurie. D'accord? Il y a une polyurie, il y a une hyponatrémie avec hyperhydratation intracellulaire. Donc il y aura une hyponatrémie inférieure à 135 avec une hypoosmolalité inférieure à 280 milliosmoles par litre. Démarche diagnostique devant une hyponatrémie. Donc qu'est-ce qu'une véritable hyponatrémie? Il faut faire très attention. Dans certains cas, on a c'est une pseudo-hyponatrémie par augmentation du bilan lipidique et du bilan protidique. Donc on aura une hyperprotidémie, une hyperlipidémie. Là, on aura une fausse hyponatrémie. D'abord, et après, est-ce que l'osmolarité urinaire est adaptée? Est-ce que le rein élimine bien le rein réabsorbe? Et quelle origine d'adaptation par rapport au secteur extracellulaire? Ces questions, on va les répondre par un biais d'un organigramme. Donc, l'étape 1, hyponatrémie vraie égale hyponatrémie hypoosmolaire. Confirmer la réalité d'une hyponatrémie hypoosmolaire. Exclure les hyponatrémies factices dues à des erreurs de labo. C'est les pseudo-hyponatrémies où il y a une hyperosmolarité du secteur extracellulaire. C'est un transfert d'eau du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire, donnant ainsi une hyponatrémie. Donc l'osmolarité est augmentée, mais la natrémie est basse. Hyponatrémie, mais hyperosmolaire. Ça, c'est dans les cas où il y a un autre système, c'est des osmoles, mais qui n'ont pas de valence, c'est-à-dire c'est l'urée et la glycémie, qui vont attirer l'eau, malgré qu'il y a une hyponatrémie, mais l'eau est hyperosmolaire. Il n'est pas hypoosmolaire, il est hyperosmolaire. Et là, il y a une attirance de l'eau du système intracellulaire vers le système extracellulaire. Donc, c'est le transfert dû à une substance osmotiquement active hein, dans le plasma. Il s'agit d'une hyperglycémie, présence de mannitol, d'accord, d'éthylène glycol ou d'intoxication à l'antigène. Ou bien une hyperurémie. Hein. Donc, mesurer l'osmolalité plasmatique.
Si elle est normale, c'est une hyponatrémie isotonique. Donc, on a une osmolalité normale. C'est le cas des fausses, des pseudo-hyponatrémies. D'accord? Dans le cas des hyperlipidémies et des hypoprotidémies. Ou bien, elle est basse, c'est une hyponatrémie hypotonique. Ou bien, elle est élevée, donc on a une osmolalité élevée, c'est une hyponatrémie hypertonique. C'est les cas des hyperglycémies ou des solutés hyperosmolaires, tels que le malitol et l'éthylène glycol. Deuxième question, est-ce que le rein, il réabsorbe son sodium ou il est complice, c'est lui qui l'élimine? C'est-à-dire l'origine de l'hyponatrémie, elle est d'origine rénale. Dans ce cas-là, il faut doser l'osmolalité urinaire. On a dit qu'à partir de moins de 100 millimosmoles par kilo par l'eau, le patient il va faire une polyurie. Donc, quand il n'y a pas beaucoup de milliosmoles au niveau des urines primitives, ces derniers vont être éliminés. Donc, c'est le cas de la potomanie et de la polydipsie. C'est des apports faibles en soluté. Donc, on ne boit que de l'eau sans osmole. Donc, le rein, il va éliminer ces derniers, surtout quand ils sont hypoosmolaires. Il y a aussi le syndrome tea and toast. C'est les patients qui boivent beaucoup de thé, mais qui ne mangent pas beaucoup. Donc, ils ont une osmolalité urinaire faible. Donc, ils vont éliminer ces urines. D'accord? Donc, le traitement, c'est de donner aux patients à manger. Dans le cas où on a une osmolalité élevée, donc là, il faut penser à d'autres. Alors, là, il faut se poser la question, comment, après tout ça, comment évaluer le compartiment extracellulaire? Donc, cliniquement, et en dosant aussi le sodium urinaire, on va avoir une idée sur qu'est-ce qui se passe par rapport aux différentes étiologies. Donc, quand le milieu ou le compartiment extracellulaire est diminué, donc il faut penser soit le rein, il élimine le sodium, soit il retient. Aussi, quand le compartiment extracellulaire est normal et a un excédent d'eau, seulement d'eau, il faut penser à une autre pathologie. Quand le compartiment extracellulaire est très élevé, d'accord, il faut voir aussi si on est en hypovolémie efficace, avec un sodium urinaire inférieur à 30. Dans le cas où le compartiment extracellulaire, donc il est bas, il est en état de déshydratation, il faut doser le sodium urinaire. Quand le sodium urinaire est inférieur à 30 millimoles par litre, ça veut dire que le rein retient. Les causes, ils sont extra-rénales. Donc, c'est les pertes cutanées, les pertes digestives. On est dans la déshydratation extracellulaire secondaire à des problèmes extra-rénales. Quand le rein il est complice, il élimine le sodium. Il faut penser aux diurétiques, aux insuffisances surrénales, à la maladie surrénalienne, etc. Quand il y a dans le compartiment extracellulaire, le rein, on est en hyperhydratation. D'accord? Donc, on est hyperhydratation avec, avec un sodium bas. Donc, il faut penser au syndrome inapproprié d'ADH, sécrétion d'ADH, à l'hypothyroïdie et à l'hypercortisolémie. D'accord? Avec un sodium urinaire supérieur à 30. Ça veut dire que le rein élimine l'excédent de sodium et malgré l'hyperhydratation. Et lorsque il y a une hyperhydratation du compartiment extracellulaire avec un sodium urinaire bas, là, il faut penser à l'insuffisance cardiaque, à la cirrhose hépatique, au syndrome néphrotique et à l'insuffisance rénale. D'accord? Donc là, il faut pas, il faut faire un régime sans sel dans ces cas-là. D'accord?
Quelles sont les étiologies du syndrome inapproprié d'élimination de cet ADH, sécrétion inappropriée d'ADH? C'est toutes les étiologies du système nerveux central touchant donc la sécrétion donc inappropriée donc d'ADH. Donc toutes les causes tumorales, traumatiques. C'est pour ça qu'il faut faire une IRM cérébrale devant toute polyurie pour rechercher cette sécrétion inappropriée. Les infections pulmonaires, donc surtout les insuffisances respiratoires aiguës. Médicamenteuses, le Valium, les psychotropes, les antidépresseurs et le carcinome bronchique à petites cellules ou autres. Le traitement, l'excédent d'eau, c'est le poids fois 0,6 fois la natrémie sur 140 moins 1. Mais la vitesse de correction, moins l'hyponatrémie est symptomatique, plus la correction doit être lente. D'accord? Donc, il faut donner, donc il y a beaucoup d'eau au niveau intracellulaire. Il faut corriger cette hyponatrémie, mais il faut y aller doucement, au risque d'avoir des atteintes donc au niveau, surtout au niveau du bulbe, enfin plutôt du cervelet. Donc il y a un risque de myélonise centropotine, il faut aller doucement. D'accord? Donc ça c'est des lésions de myélonise, donc centropontine ici. D'accord? Donc le traitement de la surcharge hydrique, il faut limiter les apports. Il y a trop d'eau, d'accord? Il y a une hyponatrémie parce qu'il y a beaucoup d'eau, d'accord? Donc il faut faire une restriction hydrique. Il ne faut plus boire d'eau. D'accord? Les patients ils viennent nous dire, professeur, j'ai un sodium qui est bas, comment vous me dites qu'il ne faut pas boire de l'eau, il ne faut pas prendre de sel, je dois compenser le sel, je dois prendre de l'eau salée, etc. Non, il y a beaucoup d'eau, il ne faut pas agir dans l'excès, il faut diminuer. Par contre, faire une restriction hydrique, il y aura de l'eau qui sera hypotonique et il y aura beaucoup plus d'osmole et le rein, il va éliminer l'excédent pour qu'on ait une natriurèse. Il faut que l'osmolalité urinaire soit supérieure à 100 milliosmoles par litre. Donc, uniquement quand les formes sont sévères et symptomatiques, on donne 1 à 2 grammes par heure de sérum salé isotonique ou hypertonique à 10%, en ne remontant pas la natrémie de plus de 1 à 2 millimoles par heure. Puis après, on peut remonter la natrémie jusqu'à 10 millimoles par heure les 4 premières heures. C'est un traitement purement symptomatique. Les mots-clés, donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc pour le capital hydrique, lors d'une déshydratation extracellulaire, le capital hydrique est normal, le capital sodé est un petit peu diminué, il y a un pli cutané, d'accord? Mais la natrémie est normale. Il faut donner du sérum salé isotonique. En cas d'hyperhydratation extracellulaire, le capital hydrique est normal, la natrémie est normale. On a un capital sodé qui est augmenté avec des œdèmes. Il faut aller donner des diurétiques. Quand on est en déshydratation intracellulaire, le capital hydrique est diminué, le capital sodé est normal. Cliniquement, c'est des lésions donc neurologiques de souffrance parce qu'il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez d'osmole au niveau de cette cellule neurologique. Donc on aura une hypernatrémie avec une augmentation de l'osmolarité et le traitement c'est du glucosé ou bien de l'eau qui n'est pas salée. L'hyperhydratation intracellulaire, le capital hydrique est augmenté, donc on est vraiment en surcharge. Le capital sodé est normal. Cliniquement, c'est une atteinte neurologique, qui n'est pas spécifique, que ce soit pour la déshydratation intracellulaire ou l'hyperhydratation. La natrémie, on est en hyponatrémie, d'accord? Et le traitement, c'est la restriction donc hydrique. Il ne faut pas boire de l'eau. Alors, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce cours. Si on a bien compris la physiologie de l'eau
et du sodium, tout est facile. Donc les pathologies sont assez faciles, bon, malgré que la dernière partie était un peu difficile, mais les 3 premières sont faciles à diagnostiquer ou à surtout comprendre, surtout la physiopathologie. On est arrivé au terme de ce cours. Je vous remercie et au prochain cours, Inch'Allah.